je passe la parole maintenant à Shannon. Je veux la présenter pour vous. Madame Shannon Lee Simmons est planificatrice financière agréée, conférencière, gestionnaire d'investissement agréée, auteure et fondatrice de la New School of Finance. Ses ouvrages intitulés Worry Free, Money et Living Debt Free sont des succès de librairie. Madame Simmons est chroniqueuse spécialisée en finances personnelles au Globe and Mail et chroniqueuse financière pour Metro Morning à CBC Radio et experte financière au Marilyn Dennis Show. Bienvenue, Shannon. Merci, c'est bon d'être là. Aujourd'hui, nous avons un format différent. On ne va pas faire une présentation, mais nous avons comme une discussion à bâton rompu avec Shannon. Shannon, allez-y, s'il vous plaît, commencez pour les questions financières, pour les aidants naturels. Merci. Merci, c'est très important. C'est une bonne conversation qu'il faut avoir. J'ai pensé que le sondage est très intéressant. 85% sont des aidants soins naturels, il y a plusieurs personnes qui font tout ceci sans revenir et les statistiques que les gens peuvent voir sur l'écran viennent de l'association et je peux vous parler un peu de ça avant d'aller de certaines choses. 47% des personnes ont dit sont employées à temps plein. C'est la moitié des personnes, des aides naturelles, et 13% c'est à temps partiel. Et c'est important de regarder un peu plus en bas que 20% sont des gens à la retraite. Donc, c'est une variété. Il y a des étudiants, il y a des travailleurs autonomes. Chacun de ces types d'emplois amène une décomplexité, des obstacles, des contraintes, et tout ce type, parce que tout le monde a des contraintes différentes quand on parle de contraintes financières, que vous soyez à la retraite ou pas. L'autre chose que je pense que est très important, si vous regardez ça aussi, si les gens sont nouveaux comme aidants naturels, un tiers des personnes ont dit oui, qui font l'expérience de pression financière. C'est quelque chose de positif. 62% disent que non, mais ça fait une décade quand vous avez 1 sur 3 personnes qui ont des problèmes de pression financière. C'est tant difficile en commençant à être un aidant naturel, en plus des difficultés financières. Il y a des choses qu'on peut faire pour faire que ce soit, que ça fasse moins peur, surtout quand on parle de finances et d'aidant naturel. Merci. Shannon, vous avez parlé des pressions. Et qu'est-ce qui se passe avec... qu'est-ce qui fait dans la prestation de soins en particulier qui rend la question financière si difficile pour de nombreux aidants? Il y a beaucoup d'incertitudes, surtout si vous êtes nouveau. Vous le faites depuis des années, c'est devenu un peu normal. Mais si vous êtes nouvelle dans le rôle, il y a des augmentations, peut-être des augmentations, l'incertitude, comment est-ce que vous allez aller avec si c'est 3 mois, 3 ans ou 10 ans, durant cette incertitude, et aussi les enjeux émotionnels sont importants, et aussi les enjeux financiers qui deviennent très importants. Donc, enjeux émotionnels importants, enjeux financiers importants. Et pour de nombreuses personnes, cela peut entraîner une crise personnelle. L'avenir est incertain et
pire, il vous faut prendre des décisions importantes pour vous et vos proches. Alors, quand on est dans cet endroit-là, et quand vous allez prendre des décisions importantes, c'est là où je vois les clients. Si vous êtes nouveau dans vos rôles d'être soignant, d'être naturel, si vous êtes déjà nerveux, il y a l'incertitude. Je pense que ce qui est normal, mais c'est de prendre des décisions. Et vous allez prendre des décisions difficiles aussi pendant des temps difficiles. Et je pense que ce sont aux financiers, c'est des moments plus l'incertitude. Mais je dirais que et avec les finances, si vous êtes employé par exemple, peut-être 7% est employé, au moins ils ont un revenu, peut-être qu'ils peuvent répondre à l'augmentation des dépenses. Euh, mais j'ai beaucoup de clients qui sont employés, mais ils ont peur de prendre des temps de vacances. Et qu'est-ce qui se passe s'ils retournent au travail après ça? Il est pour mes clients, par exemple, qui sont à la retraite, ils sont déjà dans une situation où ils vivent déjà de leur économie, parce que vous ne voulez pas manquer d'argent. Mais s'il y a une augmentation de dépenses, comment est-ce que vous allez accommoder si vous êtes déjà inquiet d'avoir des actifs? Peut-être que vous avez une retraite fixe. Mais vous rajoutez cette incertitude pour personne qui est autonome. Et si vous prenez le temps du temps loin du travail, vous n'êtes pas éligible pour les frais d'assurance emploi. Donc il y a, comme je dis, il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment, c'est très dur pour les personnes qui deviennent aides-soignants au début. Merci. Vous avez mentionné quand vous devenez un aide naturelle. Si vous êtes nouveau, d'une perspective, en premier lieu, il faut réfléchir à quoi? Je pense que un plan va vous faire sentir d'abord que vous avez un plan, que vous faites face à la situation. Des fois, quand on prend la priorité, on sait que il faut prendre charge et c'est très important la première des choses que vous allez faire, c'est d'avoir un plan. Mais d'abord, je dirais d'abord la planification à court terme ou ce que j'appelle plan financier assorti de micro-échéances. Par exemple, 3 semaines ou 3 mois. D'accord. Si vous êtes dans une situation et toute votre vie a chamboulé, a changé, vous ne allez pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans ou 3 ans. Donc maintenant, il faut s'occuper de 3 semaines ou 3 mois. D'accord? C'est très important de réfléchir sur le court terme, sur un échéancier, un micro-échéancier. Il y a tant d'incertitudes et d'informations manquantes. Il est difficile de faire des plans au-delà d'un certain point. Il peut être accablant de s'inquiéter de ce que nous réserve l'année à venir. Pour l'instant, il faut se concentrer sur l'extrême court terme. J'ai fait des plans avec des personnes, des plans de 3 jours, de 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, quand vous faites comme ça, vous avez des objectifs, des micro-objectifs. Oui, vous allez toujours avoir l'œil sur le long terme, mais prenez soin de ce qui est immédiat, ce qui est l'extrême court terme. Quand on le fait
avec des micro-échantillons. C'est comme un voyage au Canada, vous venez à Saint John, à Victoria, à Colombie-Britannique, mais vous savez que vous allez vous arrêter à chaque province. Donc on sait qu'on va aller à la Colombie-Britannique, ça c'est l'objectif ultime, mais nous avons un contrôle sur les petites étapes au fur et à mesure. Ça vous fait sentir que vous êtes en action, vous prenez des décisions, vous êtes en contrôle et que vous avez la situation qui est gérable et que vous la gérez. C'est exactement pareil d'avoir un plan financier à court terme. Si vous êtes stressé pour l'argent, ça va vous stresser encore plus dans cette situation. J'adore la carte, l'analogie de travail, du voyage. Oui, parce que je pense que c'est très important. Maintenant, si vous avez un plan financier assorti de micro-échéances, proposez-vous un modèle de budget ou des conseils de budgétisation pour aider les gens à s'en sortir. Oui, bien sûr, je dis toujours ici, comme je l'ai dit, je dis quelque chose. Tout le monde veut avoir, bien sûr, qu'est-ce qui se passe. Mais écoutez, quand vous avez, par exemple, je peux pas dire des choses où les gens qui vont pas s'appliquer à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle finance personnelle. Mais je vais vous donner des lignes directrices en général que vous allez utiliser comme l'analogie du voyage de l'Est, le voyage de l'Est à l'Ouest. Vous pouvez prendre des détours, mais en fin de compte, vous savez que vous allez. La chose qui n'est pas le fin concernant la budgétisation, je n'ai même pas le mot budget pour vous dire la vérité. J'utilise des lignes directrices de dépenses. Ça va fonctionner, soit vous gagnez plus d'argent ou vous dépensez moins, tout simplement. Donc, augmenter ses revenus ou diminuer ses dépenses. Nous savons tous comment réduire les dépenses. Et si vous êtes à la retraite, par exemple, est-ce que je retourne au travail? Est-ce que je dois retourner au travail? Et si vous êtes employé toujours, tout votre temps va aller, donc où est-ce que je peux gagner de l'argent? Donc, très souvent, avec des situations financières, et le fait d'avoir une diversification de revenus, c'est une option. Mais pour les gens qui sont déjà dans des situations de soins aidants, parce qu'ils sont déjà occupés, ces gens-là, vous êtes déjà occupés, donc vous n'avez pas d'autre façon d'aller un surcroît de travail. Alors, c'est pas si c'est quelque chose qui est réaliste pour vous, l'autre option que vous allez, c'est de planifier qu'est-ce qu'on doit dépenser et de s'assurer, on sait les rentrées d'argent et d'avoir une stratégie pour vivre dans ces chiffres. Il y a plein de gens qui ont décrit ces notions. Je le dis aux personnes qui y pensent et je le dis aussi aux personnes qui n'ont pas de crise financière carrément. Mais quand c'est nouveau avec l'incertitude. Donc, c'est correct quand ça commence. Si vous allez survivre financièrement, c'est ça l'objectif. Plusieurs du temps, je dis aux gens comment des gens qui n'est pas à la retraite, ils sont en train de travailler, ils sont en train de bâtir leurs économies, etc. Alors, et maintenant, ils sont des aidants naturels. Et maintenant, en plus de ça, ils ont des enfants.
les questions, mais comment est-ce que je vais faire tout ça? Comment je peux gérer tout ça? Comment est-ce que je peux me permettre de payer pour mes enfants pour leur scolarité? Ça, c'est une grande, grande question. Mais ce que nous voulons faire, c'est se dire, euh, on ne sait pas le coût, les coûts encore. Alors, tout ce que nous savons qui est l'incertitude, ce que nous faisons maintenant, nous allons faire, on va, au lieu d'économiser, économiser pour la retraite, va, on va voir, on va essayer de ne pas d'aller dans les dettes. OK? Donc, vous ne savez pas encore comment la situation va durer. Prendre une année de congé sur vos épargnes de retraite ne signifie ni le succès ni l'échec de vos. Non, prendre 5 ans de congé ferait probablement du tort. Et si cela peut vous apporter une certaine tranquillité d'esprit, je vous permets de simplement viser un point d'équilibre pour vos comptes pendant un an. Pendant un an. Donc, on respire et on trouve des points de repère. Quand je vois des gens qui essayent de manière agressive, économiser dans un temps qui n'a pas l'air réaliste, ça peut arriver quand vous êtes nouveau dans un rôle d'aide naturelle. Je vois ces budgets extrêmes. Je n'ai, par exemple, je ne vais jamais faire une commande de pizza, je vais jamais manger dehors, je vais des promesses pour réduire les dépenses, pour faire de la place pour les dépenses imprévues. Mais c'est pas réaliste comme plan. Et parce que cette personne, je vous garantis, elle va échouer parce que c'est très extrême. C'est très extrême. Mais ce qui se passe, c'est que si vous échouez en ce qui concerne l'argent, ça veut vous faire sentir que vous n'êtes pas bon avec l'argent. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ça, ben, comme je disais, c'est une situation très significative. Donc la confiance n'est pas là. Donc vous êtes OK de faire ça. Alors, je ne veux pas que les gens échouent quand ils ont un budget, quand ils commencent leur rôle d'aide naturelle. Et donc, dans la phase de début, ça, mais dans le début, c'est d'arrêter, comme je disais, d'arrêter d'économiser et d'essayer de ne pas avoir des dettes encore. OK? Donc, et même si vous devez utiliser votre ligne de crédit, par exemple, mais vous avez déjà un plan, vous savez comment vous allez payer ça. Donc, après tout ça, quand vous regardez quelles sont les rentrées, comme je disais, de 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, je dirais, ça c'est un atout que je vous donne, c'est que si vous avez des dépenses fixes, vous savez ce que vous devez à payer à chaque mois, que vous le niez ou pas. Vous avez ces dépenses, l'hypothèque, l'électricité, Netflix. Vous voulez que ça c'est pas les dépenses, les courses. Je parle pas des courses, je parle pas de l'alimentaire. Quand vous allez faire votre magasinage pour l'alimentaire, par exemple, des fois c'est $80, des fois c'est $50, mais les frais fixes, il faut que ce soit vraiment là et que vous prenez. C'est 35% de vos dépenses totales. Parce que réfléchissez, vous écrivez 35%. Et c'est ça veut dire que l'argent qui va venir, par exemple, si vous êtes à la retraite, vous avez votre retraite, vous savez exactement ce que vous allez payer.
la question devient dans les 44-55%. Donc, c'est la flexibilité que vous avez. Donc, si vous additionnez toutes vos dépenses fixes, les dépenses mensuelles dont vous ne pouvez pas vous dispenser, et qu'elles représentent plus de 55% de votre salaire net annuel, vous sera difficile d'économiser. Donc, parce que pensez-y, la moitié de votre salaire net est consacré aux factures avant même de décider si vous voulez commander la pizza. Donc, c'est très important. Très bonne réponse. Merci, Shannon. Je prends la motivation aussi, la modération en termes de ne pas être agressif dans les premières étapes, de ne pas essayer d'économiser trop, de ne pas dépenser trop. Vous donnez une année avec des échéanciers, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et vous avez dit 55% de votre salaire net annuel doit, disons, couvrir vos dépenses fixes. Ça ne devrait pas aller plus que ça. Et là, peut-être, vous pouvez ajuster. Concernant la priorité, qu'est-ce qu'il faut... une fois leur plan établi, s'ils peuvent épargner, c'est quoi les aidants naturels devraient-ils concerner leurs épargnes personnelles? L'économie a changé et ils ont besoin, bien sûr, de mettre de l'argent. Généralement, les gens doivent mettre de l'argent dans leur REER. Comment est-ce que vous suggérez la priorité? Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Vous avez tous ces objectifs le premier dollar va où? Je pense que la différence ici est basée, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre emploi. Est-ce que vous bâtissez une carrière? Vous êtes dans l'étape de commencer votre carrière, par exemple votre fille. Mais vous avez le temps encore. Peut-être vous avez 15, 20, 30 ans de temps que vous pouvez économiser. Mais si vous êtes à la retraite déjà, les priorités sont différentes. Donc, les objectifs sont différents. Donc, ça dépend d'où est-ce que vous êtes. Donc, tout le monde, que vous soyez retraité, prêt à la retraite, proche de la retraite, que vous avez encore des années de carrière, de travail devant vous, il faut avoir des épargnes parce que cette première année de votre rôle d'aidant naturel, il faut avoir et vous voulez faire la priorité de tout le monde. Parce que des fois, les cartes de crédit, par exemple, il faut se débarrasser des cartes de crédit. Payer les dettes d'abord, c'est pas aussi amusant que d'économiser. Je fais toujours l'analogie. Si vous avez 19 000 $ sur vos lignes de crédit, on se sent mieux de voir 1 000 $ dans notre compte épargne que de regarder cette ligne. Il y a quelque chose de la dette, c'est comme si vous payez le passé au lieu de bâtir pour le futur. S'il y a la culpabilité, on se dit pourquoi j'ai cette dette, etc. Mais il faut faire face. Oui, tout le monde, nous avons des dettes, tout le monde a des dettes. Mais c'est pas amusant, c'est pas amusant de commencer. Mais payer les dettes, si vous demandez à tout le monde, quand c'est possible, vous savez que c'est possible, vous regardez les dettes que vous allez payer
je dirais, vous avez enlevé ce poids sur vos épaules. C'est la joie qui va venir du fait que vous vous dites, waouh, j'ai déjà tout payé, mais je pense que la dette est très importante parce que on vous charge des taux d'intérêt exorbitants et oui, si vous avez des REER, par exemple, à 8%, mais la carte de crédit, ça vous charge 19%, alors, donc ça, c'est un taux d'intérêt de 19%. Mathématiques ne fait pas du sens. Et aussi, ça vous coûte plus d'argent chaque mois. Vous êtes dans une situation où vous faites seulement le paiement minimum. Donc, essayez de payer, de payer la dette d'abord parce que ça va libérer des liquidités et avoir une épargne d'urgence. Une fois que je ne parle pas de dette de voiture, de boîte d'étudiants, pré-étudiants, etc. Je parle surtout des cartes de crédit. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, c'est primordial. Parce qu'après, les paiements que vous mettez ça, vous allez réduire déjà, vous allez libérer des liquidités. La deuxième des choses, donc la dette à la consommation est la priorité, donc comme je disais. La deuxième des choses, surtout parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, c'est très important d'avoir une épargne d'urgence. On voit des gens qui on finisse avec la dette à la consommation, ils vont directement dans les REER, les CELI, et ils le font immédiatement pour mettre de l'argent de côté. Mais c'est vrai, il faut économiser pour les REER, pour les CELI, mais il est très important aussi d'avoir des épargnes d'urgence parce que ces épargnes d'urgence nous permettent de ne pas s'endetter. Si vous avez un besoin, vous allez là-bas. Vous allez prendre votre argent là-bas. Ça peut vous donner 1%, 0,5% de taux d'intérêt. C'est pas un investissement. C'est pas un investissement. Et éloignez-vous des conversations de bureau. Plus au bureau parce qu'on est tous en Zoom maintenant, mais la personne vous dit, ah, j'ai investi en ça, j'ai investi en ça. Donc, c'est très important. Une fois que vous avez cette épargne d'urgence, ce fonds d'urgence, alors, et si vous avez des problèmes, que vous n'avez pas un compte d'épargne d'urgence, ça va être difficile parce que vous allez vous retrouver dans les dettes. Vous allez vous sentir aussi en contrôle, vous avez moins peur de l'incertitude parce que vous avez ce coussin-là, que vous savez que ça existe. Donc, c'est très important. Donc, très important. Donc, d'abord, la dette à la consommation, après, l'épargne d'urgence, et ensuite, le montant destiné à l'épargne de retraite, comme les REER, les CELI, etc. Et on me pose la question, mais c'est quoi une épargne d'urgence? Moi, je vous dis, c'est à peu près 3 mois de dépenses. C'est-à-dire, disons que disons que c'est $2 000 que vous avez besoin de dépenses par mois. Donc, c'est 3 mois de dépenses. Donc, c'est qui devrait être l'épargne d'urgence. Et aussi, si vous avez de l'argent qui vous reste, vous pouvez aussi commencer à mettre de l'argent pour la retraite. Pour les personnes qui ne sont pas à la retraite encore, par exemple dans les REER, et les REER, mais pour les gens qui sont déjà à la retraite, vous ne pouvez pas contribuer à vos REER, donc vous pouvez mettre de l'argent dans votre CELI. Parce que nous voulons avoir beaucoup d'argent entre une urgence et votre portefeuille de retraite. Donc,
si quelque chose qui se passe et que c'est en dehors de votre contrôle, nous voulons avoir cet argent-là parce que nous ne voulons pas que vous alliez retirer de l'argent de vos REER. Ça, on ne veut pas faire ça. Donc, si je peux interpréter ça, mais si vous n'avez pas ce coussin entre l'épargne d'urgence et le fonds de retraite et que vous n'avez pas un fonds d'urgence du tout, ça devrait être une alarme, n'est-ce pas? Ok, très bien. Ma dernière question. Donc, comment savoir, la question, comment savoir si vous vous trouvez dans une situation où votre propre santé financière est en jeu? Comment vous pouvez le savoir? C'est très important comme question. C'est une très, très bonne question. Alors, pour la première année que vous devenez dans votre rôle récemment et que vous êtes toujours dans le choc parce que vous êtes soudainement devenu aidant naturel. Donc, vous allez respirer, bien sûr, et il faut respirer, il faut penser à vous-même aussi. Et de se voir, est-ce que c'est quelque chose qui va être là pour très longtemps? Donc, je dirais, si on est dans des situations, après une année, par exemple, il y a une dette qui s'accumule et n'a pas de chance d'être payée après, vous savez vous ajuster parce que maintenant vous savez savoir. Ça dépend d'où vous êtes. Il peut y avoir vous allez prendre des décisions. J'utilise souvent l'analogie d'un avion qui s'écrase. Vous mettez d'abord sur vous-même le masque d'oxygène et ensuite vous aidez les autres. La raison pour laquelle vous devez commencer par vous-même et que vous ne pourrez aider personne si vous ne respirez pas. C'est pareil pour l'argent. Prendre le temps de se constituer un avoir net pendant un an n'est pas une grosse affaire. Souvent, cette permission soulage les gens d'une culpabilité, de conflits supplémentaires dont ils n'ont pas besoin pendant une possible crise personnelle. Alors, mais si vous n'êtes pas en mesure de mettre de l'argent de côté pour vous-même pendant plus d'un an, ça là revient à tracer une ligne dans le sable. Ou encore, si vous vous endettez constamment, dans les deux cas, vous éprouverez de l'amertume, des difficultés financières à long terme et la frustration face à votre situation. Donc, ça peut être très frustrant. Et concernant les dettes, si vous en accumulez plus que vous ne pouvez rembourser en un an, même si les loges sont revenus à la normale, ça c'est un signal d'alarme. Je dirais aussi si vous êtes à la retraite et vous voyez que vous retirez beaucoup d'argent de votre fonds de retraite, ça c'est un signal d'alarme. Concernant l'épargne, si vous n'avez aucun compte d'urgence, c'est un signal d'alarme. Dans les deux cas, vous devrez mettre de côté un montant pour vous-même, quel que soit. Et parler aussi à une personne planificateur financier parce qu'ils ne sont pas là pour vous vendre une assurance vie ou des fonds mutuels, des investissements. Parce qu'ils vont voir la situation. Un planificateur financier qui veut vous vendre une assurance vie, et ça va augmenter. Donc, il faut, si vous êtes dans le rouge et qu'il y a un signal d'alarme et que vous sentez que ça va être vraiment, il n'y aura pas une fin si je ne fais pas quelque chose. Donc, c'est très important de parler à quelqu'un qui va
de générer des options et des solutions. Je pense que c'est très important que vous avez. Je pense que la planification financière aussi, dans ce cas-là, c'est de prendre soin de soi. Encore une fois, je vais utiliser l'analogie, comme je disais un peu avant, de l'avion qui s'écrase. Et il faut mettre d'abord sur vous-même le masque à oxygène et ensuite vous aider les autres. C'est la même chose. Donc, si vous prenez soin de vous, vous allez prendre soin de vous-même et vous allez être plus calme et vous allez faire votre tâche tout à fait en sachant exactement, donc la stabilité financière à court terme, c'est normal, ça va se passer, mais sur le long terme, l'instabilité financière, ce que c'est les signaux d'alarme. Et c'est là où, si vous sentez que, parce qu'on prend des décisions financières tous les jours, ça nous permet de réaliser, de vivre nos vies et quand vous êtes dans le trou financièrement, je dirais, vous voulez savoir que vous avez un plan, que vous avez aussi des options. Parce que ça va, les finances, ça affecte l'émotionnel aussi. Voilà, donc de ce que vous avez dit dans cette présentation, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu, il y a plein de grandes choses. La première des choses, je suis tellement impressionnée, Shannon, comment est-ce que vous reconnaissez l'impact émotionnel des discussions financières, des pressions financières. Vous avez mentionné les épargnes d'urgence comme un coussin, la peur de l'inconnu. C'est une peur réelle dans la fonction d'aide naturelle, et aussi quand on parle de finances, vous avez parlé aussi des décisions qui très importantes quand on commence à changer nos relations avec nos finances. Vous avez parlé de prendre prendre un plat, de planifier, et je vais et aussi consulter, parler à des experts, ralentir, planifier, parler à des experts. C'est les trois messages que j'ai vus, j'ai entendu de chez vous. Ce que je vais vous faire maintenant, nous avons les 5 questions dont on a parlé à l'avance. Je vais donner aux gens un peu de temps pour les gens écrivent leurs questions sur la boîte de Clover. Je vais donner des messages de l'organisation. Je veux encourager les gens à de revoir ce webinaire une fois que ça va être archivé dans le site web si vous voulez l'écouter encore, ou bien de dire à d'autres collègues la vidéo. Visitez s'il vous plaît le site web pour d'informations, des ressources. Nous avons l'information des ressources sur la santé mentale, des ressources d'éducation. Nous avons les groupes de soutien de pairs et pairs. Vous pouvez parler à vos collègues concernant les situations que vous avez chaque jour. Nous avons une ligne d'aide où vous pouvez appeler 24 heures sur 7 jours sur 7. Et nous avons aussi des ressources par rapport à la COVID. Et vous pouvez aussi télécharger des feuilles d'aide. Notre prochain webinaire sera le 3 décembre sur le sujet de maintenir la prise de soin de soi durant les fêtes. Spécialement si vous prenez prendre soin d'un enfant handicapé. Et le 10, si vous
vous prenez soin d'un adulte avec des handicaps mentaux. Et les deux présentations vont être traduites en simultané vers le français. Voilà, je vais poser les questions et on aura un peu plus de discussion concernant vos réponses. La première question pour le fonds d'épargne d'urgence. Si je veux avoir un compte d'épargne avec ma banque, quel type de compte je devrais demander? Est-ce que un compte d'épargne, un compte d'investissement et cette aide naturelle est plus préoccupé par les frais, C'est une très bonne question. Alors, non, pas d'investissement. Pas. Si votre argent est investi dans des bons, dans des actions et un fonds mutual fund, c'est avec des bons, et ça c'est une autre conversation. Mon point c'est que argent investi, il a du risque. Ça peut augmenter, ça peut tomber, ça peut fluctuer. C'est tout à fait normal dans l'investissement. Nous ne voulons pas avoir votre fonds d'urgence, votre épargne d'urgence investie. Non. Donc, avec toute chose qui va augmenter, il y a le risque. Les investissements, c'est pour les fonds à long terme. Ce que vous voulez avoir pour ce type, pour les fonds d'urgence, ça peut être la chose la plus traditionnelle d'épargne. C'est ce qu'on considère, comme on dit, un high interest account, des comptes à taux d'intérêt supérieur. Ça peut être de 1%, de moins de 1%. Mais je ne veux pas que vous ayez de l'argent. Je veux pas que vous ayez votre argent dans un investissement où vous avez, par exemple, ce qu'on a eu quelques semaines avec le marché des actions qui est descendu. Donc, vous allez chercher un compte à taux d'intérêt supérieur, pas investi, compte épargne et qui ne vous charge pas des frais. Voilà, c'est ce que vous voulez. Et ça existe. Ils existent. C'est dire pour moi de vous donner, il y a la cinquième chose aussi, c'est que c'est assuré par le CDIC parce que cet argent sera assuré à 100%. Et ils offrent aussi, ils n'ont pas de frais et ils offrent un taux d'intérêt supérieur. Vous voulez assurer qu'ils sont assurés par la corporation. Parce que s'il arrive quelque chose à votre banque, quand ils sont assurés, vous allez être couvert à 100%. Il y a aussi RateHab. Si vous voulez, allez sur le site ratehab.com. Ils vont vous dire, ils vont vous donner une liste des comptes épargne que vous pouvez voir. Mais il y a une question c'est quoi pour l'urgence des comptes, et si on fait un CELI, un TFSA CELI, est-ce que vous avez un commentaire? Oui. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un CELI, TFSA, le CELI, TFSA, ça a commencé en 2009. C'est pas aussi bien connu que les REER, les RESP. Le CELI, vous pouvez mettre de l'argent, ça peut aller dans le cash ou avec des taux d'intérêt. Si on parle de quantité de TFSA, le CELI peut être un investissement aussi
pour une stratégie sur le temps. Il peut avoir des temps, des actions, des bons d'épargne. Donc, vous pouvez, oui, avoir votre compte d'urgence dans un CELI qui a un taux d'intérêt un peu plus supérieur. La raison pour laquelle que je ne suggère pas le CELI, parce que c'est un compte extraordinaire, il a beaucoup de pouvoir, mais je ne veux pas, euh, l'investir parce que le CELI, il n'y a pas d'impôt. Par exemple, vous avez une maison, Si vous investissez $100 et après ça grand à $150, ça va de 150, vous êtes à $150 maintenant. Tant qu'il est dans la maison, les $50 que vous avez gagné, vous ne payez pas de taxes, d'impôts dessus. C'est la même chose pour les REER. La chose bonne avec le CELI, si vous prenez les 150, disons vous avez mis $100 et vous allez pris $150 et que vous n'allez jamais payer des impôts sur le gain. C'est tellement cool. Quand on parle de $100, de $50, vous vous dites, oh, peut-être c'est rien. Mais si vous parlez de 20 ans d'épargne, on parle des centaines de milliers de dollars. Et que, à la retraite, vous allez retirer et qu'il n'est pas taxé, qu'il n'y a pas imposable. Yeah. Assurez-vous que vous qualifiez pour les REER, le CELI et les REER devraient être utilisés en tandem. Je n'aime pas les utiliser pour une urgence, par exemple, parce que ce sont des produits extraordinaires, mais ils sont beaucoup plus bons pour un investissement sur le long terme. Par exemple, si vous avez de l'argent dans un CELI et que vous prenez l'argent, vous avez une année. Vous ne pouvez pas remettre l'argent immédiatement dedans. Il faut attendre une année pour remettre cet argent-là. C'est comme si c'est 2020, par exemple, et je mets dedans $5,000 et je sors $5,000. Je dois attendre jusqu'à 2021 pour remettre cet argent dans mon CELI. Et parce que vous l'avez, mais il faut, pour moi, si vous commencez et que vous n'avez pas maximisé votre CELI, allez-y pour votre CELI, mais c'est pas vraiment investi. Vous n'allez pas gagner. Donc, les intérêts, les avantages de l'imposition. Non, moi, je veux que le CELI soit utilisé parce qu'il a beaucoup de pouvoir pour les fonds d'investissement de l'avenir. J'ai plusieurs questions concernant le financement du gouvernement. Ce que je vais faire, je prends cette question et de voir si on est capable d'approcher des financements pour l'Alzheimer, pour les soins, je vais prendre ces questions et de voir si on peut créer un sujet qui répond à toutes ces questions du gouvernement. Le troisième P dans la planification pourrait être la proactivité. Proactivité. Merci pour ce commentaire. On va avoir, je vais demander une question dans cette session rapide. Nous avons 5 minutes qui nous restent, ou 7 minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner de l'information concernant les impositions, les applications d'impôts de certaines des dépenses qu'on peut avoir en prenant soin de quelqu'un? La première des choses, c'est qu'il faut parler à votre comptable parce qu'il y a plein de qualifications, par exemple le médical, les crédits d'impôt, peut-être
que peut-être vous n'êtes pas qualifié pour ça, mais la personne dont vous prenez soin peut être qualifiée. Donc, c'est aussi les impôts, les crédits d'impôt pour les dépenses médicales, si vous vous qualifiez ou pas, vous-même ou la personne dont vous prenez soin. Franchement, la réponse rapide, c'est parler à votre comptable pour essayer de maximiser tous les programmes qui sont disponibles, que ce soit médical ou d'handicap. Pour le crédit d'impôt d'invalidité, le transfert des dépenses, par exemple, d'époux à époux, il devrait, mais encore une fois, je vais vous référer à votre comptable, parce que les situations sont tellement uniques à la personne. Donc, je vais déférer, je vous demanderai de parler à votre comptable. Il y a quelqu'un qui veut devenir un aidant naturel dans le futur. Comment est-ce que cette personne peut planifier maintenant quand il s'attend à devenir un aidant naturel dans le futur? Quelles dépenses anticiper? Ça dépend du type de soins. Numéro 1, la personne. J'ai déjà eu ces conversations avec des gens. D'abord, s'assurer la personne dont vous allez prendre soin, ils sont financièrement solides. Est-ce qu'ils savent ce qui arrive? Est-ce que la dette est sous contrôle? Est-ce que leurs finances, leur maison financière est en ordre? Et d'avoir cette conversation avec eux, parce que c'est très essentiel. Et ça ne va pas vous prendre par surprise. S'assurer que cette personne est dans le plan, ils savent ce que c'est que le plan. Et par exemple, ça c'est un grand problème parce que, par exemple, les mots de passe, par exemple, vous savez pas les mots de passe, etc. Il faut savoir tout ça. La deuxième des choses, j'ai eu beaucoup de façon très créative, la façon la plus créative, il faut que leurs finances sont en ordre, votre finance en ordre. Donc, c'est quelque chose que vous allez travailler sur une dépense mensuelle. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais si vous avez déjà vos situations financières claires, vous allez pouvoir savoir combien de dépenses vont à prévoir. Une fois que vous avez votre plan financier en ordre, vous devenez un aidant naturel. Vous allez vous sentir préparé. La personne dont vous prenez soin est préparée. Donc, c'est très important que les deux, vous soyez préparés. Préparation. Ça, c'est un mot très important aussi. Préparation, proactivité. Vous avez mentionné un impôt préparé. C'est une très bonne question. Un préparateur d'impôt, c'est comme un comptable. C'est les avantages d'utiliser une personne qui prépare les impôts, ils sont pas aussi chers que les comptables. Vas-y, des ressources. Demander aux gens qui sont déjà dans la situation, qui ont des dons naturels déjà. Vous voulez quelqu'un qui se spécialise dans le crédit d'impôt d'invalidité et aussi qui savent ce qu'il faut faire. Commencez avec les gens dans vos communautés, des dons naturels, et leur demander où est-ce qu'ils vont pour la préparation de leur impôt, pour avoir qui est dans la même situation.
vous serez capable, ils vont répondre à des questions que vous savez que vous n'avez même pas. Vous avez parlé d'impôts sur les dépenses médicales ou c'est le crédit d'impôt pour l'intégrité. Non, c'est deux choses différentes. C'est des dépenses médicales. Tous les Canadiens sont éligibles. Ça dépend de la province où vous êtes. Par exemple, un thérapeute, des services, les types d'équipements médicaux. Même si vous n'êtes pas dans des situations de dons naturels, vous avez ces dépenses médicales. Vous pouvez les déclarer pour l'imposition, pour les impôts. Vous avez un crédit d'impôt, c'est surtout pour les gens qui ont des factures médicales très élevées. Et si vous êtes en situation et vous avez des dépenses exorbitantes médicales, donc ça inclut le parking à l'hôpital, les voyages à l'hôpital, vous n'avez pas à vous qualifier. Le crédit d'impôt, il faut se qualifier et ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Vous pouvez vous qualifier au RDSP qui est un compte, c'est comme un compte REER, mais un compte REER qui est enregistré à cause que la personne a un handicap. Merci Shannon. Merci beaucoup. C'est plein d'informations. Je sais que les gens ont beaucoup apprécié l'expertise que vous avez amenée à la table. Il faut finir maintenant, mais je suis désolée de dire, mais j'aimerais vous remercier et au nom de toutes les personnes qui sont avec nous, nous vous sommes reconnaissants de votre savoir. Merci à vous d'avoir été parmi nous. On va vous envoyer vous la voyez dans la boîte de chat, c'est un sondage, votre feedback, votre rétroaction est très important pour nous pour améliorer nos futurs webinaires. Nous espérons que vous serez parmi nous. S'il vous plaît, visitez la page des événements pour des mises à jour et l'inscription à tous nos événements. Au nom de notre organisation, je veux remercier notre conférencière, les personnes présentes, et nous espérons que vous allez parler aux autres personnes, leur parler de nos webinaires. Ça va nous aider à aller chercher plus de personnes et atteindre plus de personnes. Merci beaucoup.